Masechet Betsa, Daf Lamed Aleph, on va commencer la Mishnah qui est en haut de la page. Mevi'im etzi mina sade, mina mechunas, ou mina karpef, afilu mina mefuzar. Ici, dans cette Mishnah, on va étudier les halachot relatives au muktzeh. On sait que Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de déplacer des objets qui sont qualifiés de muktzeh. Muktzeh, ça veut dire un objet qui n'avait pas été prévu comme être utilisé et utilisable pendant Yom Tov, pendant Shabbat. De ce fait, Hachamim ont décrété une interdiction de le déplacer. Cet objet, non seulement qu'il n'est pas utilisable, il n'est même pas déplaçable, assour d'être métaltel du muktzeh. Interdit de déplacer un objet qui est qualifié de muktzeh. Généralement, des bois dans la rue, des bois dans la forêt, c'est muktzeh. C'est-à-dire que je n'ai pas pensé utiliser ces objets. Une pierre dans la rue, je n'ai pas le droit de la prendre dans ma main Shabbat ou Yom Tov. C'est muktzeh. C'est quelque chose auquel je n'avais pas pensé, je n'avais pas prévu de l'utiliser. Par conséquent, interdit de déplacer. Ce issour de muktzeh sera la base de notre étude ici. Mevi'im etzim mina sade mina mechunas. La Mishnah nous dit que on a le droit de récupérer des bûches de bois, des copeaux de bois qui se trouvent dans le champ, à condition qu'ils soient mechunas, qu'ils soient amassés, entassés. Le mot mechunas, ça vient du mot lechanes, comme Bet HaKnesset. Pourquoi le Bet HaKnesset s'appelle Bet HaKnesset? Car c'est le lieu de rassemblement. On est mitkanes. Pourquoi la Knesset s'appelle Knesset? Car c'est le lieu de l'assemblée générale. Quand il y a rassemblement, ça s'appelle kinus. Alors, Mevi'im etzi mina sade mina mechunas. On a le droit, pendant Yom Tov, d'utiliser comme combustible pour allumer le four, pour cuisiner pendant Yom Tov. Je peux utiliser pas seulement des bûches de bois qui sont dans mon dépôt à la maison, dans le mahsan chez moi, mais même des bûches de bois que je peux récupérer du champ. Attention, à une seule condition, que ce soit des copeaux de bois que j'ai entassés avant Yom Tov, dans l'intention de les utiliser pendant Yom Tov. Puisque c'était déjà amassé, c'était un monticule de bûches de bois, c'est moutar, ce n'est pas muktzeh. Mais si c'était mefuzar, dispersé, éparpillé dans le champ, ça veut dire que ces bûches de bois n'avaient pas été entassées dans un but d'utilisation. Donc ça veut dire que c'est des morceaux de bois qui sont jetés ici et là. C'est du muktzeh. Si c'est muktzeh, je n'ai pas le droit de les récupérer pendant Yom Tov pour les utiliser comme combustible pour allumer mon four. Alors, en effet, le fait d'entasser les bois, les bûches de bois, c'est comme si j'avais dit clairement que je voulais l'utiliser pendant Yom Tov comme combustible, et donc il n'y a pas de caractère de muktzeh à ces bûches de bois. Regardez si vous voulez Rashi. Mevi'im etzim hatelushim minasade shebetor hathum biyom tov. On a le droit de prendre des bûches de bois qui sont dans le champ pendant Yom Tov. Mina mechunas, de ce qui est entassé. Im kinso me'erev Yom Tov. S'il les avait amassés la veille de Yom Tov, des galets da'ate, car il a révélé son intention, des alayhu samir, qu'il compte sur ce bois, ve enam muktzeh, et ils ne sont pas considérés muktzeh. Avala mefuzarin muktzim, mais les bois qui sont éparpillés, ça veut dire que ces bûches de bois sont dispersées dans le champ, donc il n'avait pas prévu de les utiliser, c'est muktzeh. Il les a préparés 2 ou 3 jours avant, Yom Tov. Pareil. Ah, voilà, Omina karpef, afilu mina mefuza. Maintenant, regardez s'il vous plaît Rashi.
Rashi nous dit Umina Karpef. C'est quoi Karpef ou Karfaf? C'est un enclos, un lieu, un espace ouvert en dehors de la ville. À l'époque, ils avaient des murailles tout autour de la ville, mais en dehors de la ville, il y avait des grands espaces ouverts, mais qui étaient clôturés. C'était des enclos qui servaient d'entrepôt pour déposer là-bas du bois, pour déposer toutes sortes de choses qui étaient nécessaires pour la ville. Donc c'est un endroit qui est chamour, qui est gardé. Eh bien, toutes les bûches de bois qui sont dispersées dans cet enclos, eh bien c'est kasher, ce n'est pas mouktsé. On peut les ramasser pendant Yom Tov et les utiliser comme combustible. Comment ça se fait? Pourtant, ils n'étaient pas entassés. Mais étant donné que c'est clôturé, alors tout ce qui s'y trouve à l'intérieur est destiné et réservé à l'utilisation pour les habitants de la ville. Ce n'est plus mouktsé. Parce que la notion de mouktsé, comme je l'ai déjà dit une fois, la racine du mot, c'est katsé. Katsé qui veut dire l'extrémité, le bout. Quand on est maktsé, ça veut dire qu'on met au ketz, on met au loin, à l'extrémité. Ce n'est pas dans notre champ de vie, dans notre cadre de vie. Tout ce que je pense utiliser, il est là autour de moi. Mais quelque chose qui est lointain, auquel je n'ai pas pensé, c'est loin de moi, c'est bakatsé, c'est mouktsé. Mais si ça se trouve dans le cadre de ma vie, comme par exemple un karfaf. Karfaf, c'est un entrepôt, c'est un enclos ouvert, à ciel ouvert, mais tout ce qui s'y trouve à l'intérieur est réservé à l'utilisation des habitants de la ville, eh bien, ce n'est pas mouktsé. Même si les bûches de bois sont éparpillées dans cet enclos. C'est ce que nous dit la Mishnah. Umina karfaf, afilu mina mefuzar. Si le bois, les bûches se trouvent dans un karfaf, Rachid dit, troisième ligne, shehu mishtamer ou mukaf saviv, c'est un lieu gardé et clôturé, afilu mefuzarim shebo lo iptsamidato. Même si les bûches sont éparpillées, il ne les a pas écartées de son cadre de vie, il pense les utiliser le jour J. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle karfaf? Ezeu karfaf. Mahloket. Kol she samour la'ir, divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi Omer, kol she nichnasin lo bepotahat, vafilu betor tchum Shabbat. La discussion entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda porte sur la définition halachique du karfaf. Quand est-ce qu'un karfaf obtient l'autorisation d'utiliser les bois qui s'y trouvent pendant Yom Tov, pour dire que ce n'est pas mouktsé? N'importe quel karfaf, même s'il est à 1000 km, tu vas me dire parce que c'est le karfaf qui appartient à cette commune? Pas du tout. Il faut qu'il y ait quand même une proximité avec la ville, et il faut peut-être même une autre condition. Alors regardez le débat. En fait, nous, on va juste traduire la Mishnah. On ne va pas expliquer, parce que c'est le travail de la Gemara. La Gemara va rentrer dans le détail du détail pour essayer de comprendre quelle est vraiment la mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi débattent sur la halakha qu'on vient de dire. On a dit que les bûches de bois dispersées dans un karfaf, c'est kasher. On peut prendre ces bûches de bois pendant Yom Tov, les utiliser comme combustible pour allumer le four, et ce n'est pas mouktsé. Quoi, n'importe quel karfaf? Rabbi Yehuda dit non. Ezeu karfaf, kol she samuch la'ir, dit vrai Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda te dit, c'est uniquement un enclos qui se trouve mitoyen à la ville. Tu as les murailles de la ville et tu as immédiatement le karfaf. Là se trouvent des bois dispersés. Dans ce cas, tu as le droit de prendre ces bois. Ils ne sont pas mouktsés. Mais si le karfaf est lointain, même s'il se trouve dans le tchoum, vous savez c'est quoi le tchoum? Tchoum, c'est le domaine périphérique de la ville. Dans Shabbat, on n'a pas le droit de marcher au-delà de 2000 coudées. On est restreint à 2000 coudées. Au-delà, ça s'appelle en dehors du tchoum Shabbat. Donc dans les 2000 coudées à proximité de la ville, ça s'appelle tchoum, le domaine de la ville. Et en effet, dans ce cas,
Si j'ai un karfaf à l'intérieur du tchoum, est-ce que c'est kasher ou pas? Rabbi Yehuda dit non, ce n'est pas kasher. La seule chose qui pourrait rendre le bois non mouktsé, c'est uniquement si l'entrepôt, l'enclos, se trouve mamash collé à la ville. Mamash collé à la ville. Regardez ce que dit Rashi. Samour la'ir, mamash. Rashi dit un mot. Samour la'ir, mamash. Il faut que vraiment cet enclos soit mitoyen à la muraille de la ville. Par contre, Rabbi Yossi dit non. Rabbi Yossi dit la définition, elle est autre. Rabbi Yossi Omer, kol shenichnasim lo bepotahat, afilu betor tchum Shabbat. Même si l'enclos est loin, bien sûr, il faut qu'il reste à l'intérieur des 2000 coudées. Mais je n'ai pas besoin qu'il soit mitoyen. Il peut être même au bout du tchum, à la fin des 2000 coudées. Si cet enclos, il a une potahat, c'est-à-dire une serrure avec une clé, on ferme, on ouvre, ça veut dire que c'est un lieu qui est gardé, un espace gardé, c'est pas hefker. Alors tout ce qui s'y trouve à l'intérieur, on le sait, qu'on va pouvoir s'en servir. C'est pas que tu laisses par exemple les bois de ta souka, tu arrives l'année prochaine, tu trouves plus rien, parce que c'était un espace ouvert. Non, c'est un espace fermé. Tu sais que ce que tu as déposé là-bas, ça va rester là-bas. Alors dans ce cas-là, nous dit Rabbi Yossi, là ce n'est pas mouktsé, si c'est un lieu fermé. Mais si c'est ouvert, dans ce cas-là, les bûches de bois qui sont dispersées là-bas, c'est mouktsé. Pourquoi c'est mouktsé? Parce que tu ne comptes pas là-dessus. Tu n'y penses pas à ces bûches de bois. Quand est-ce que tu penses utiliser les bûches de bois qui sont dispersées dans le karfaf? C'est quand tu sais que ces bûches de bois, si elles sont là-bas, personne ne pourra y toucher, car il faut la clé. Il y a une serrure, c'est gardé. Tu comptes là-dessus. Mais si c'est un espace ouvert, il n'y a pas de potahat, il n'y a pas de serrure avec une clé, dans ce cas-là, c'est hefker. Alors tu te dis, les bûches de bois qui sont là-bas, c'est comme des bûches de bois qui sont dispersées dans un champ étranger. C'est mouktsé. Regardez Rashi. Afilu betochathum besofo. Besofo. Même si c'est au bout du tchoum, à 2000 coudées, tant que ça reste dans le tchoum, c'est kasher. Très bien. Gemara. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel. En mevim etzim ela mina mechunasim sheba karfaf. Maintenant, la Gemara va nous citer un enseignement de Shmuel qui va nous faire sursauter. Pourquoi? Parce que Shmuel, qui est un Émora, va paraître comme opposé à la Mishnah. Or, un Émora ne peut pas contredire des Tanaïm de la Mishnah, car les Émoraïm de la Gemara viennent expliquer les Mishnayot, viennent pas contredire. Comment est-ce que Shmuel va contredire la Mishnah? Regardez le hidouche extraordinaire de Rabbi de Shmuel. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit au nom de son maître Shmuel, En mevi'im etzim ela mina mechunasim sheba karpef. Pendant Yom Tov, tu ne peux utiliser comme combustible uniquement des bûches de bois qui sont entassées, ce qu'on appelle mechunasim, kanous, entassés, ou ça, bakarpef. C'est quoi le karpef? L'enclos, n'est-ce pas? Le fameux espace ouvert. Mais quoi? Il exige les deux conditions. Que ce soit mechunas et que ce soit dans un karfaf. Mais c'est parce que la Mishnah a dit. La Mishnah nous a dit, c'est où cette condition? Ou cette condition, il est suffisant d'avoir un critère. Soit c'est dans un karfaf, même si c'est éparpillé, c'est kasher. Soit c'est dans un champ ouvert. Alors dans ce cas-là, pour que ce soit kasher, il faut que ce soit entassé, mechunas. Donc un seul critère suffit. Soit mechunas, basadé, soit mefouzar, bakarfaf. Arrive Shmuel et nous dit, non, je suis mahmir, j'exige deux critères réunis. Il faut que ce soit premièrement entassé, mais pas dans un champ. Car entassé dans un champ is not good. Ou éparpillé dans un karfaf is not good. Il faut deux conditions. Que ce soit dans un karfaf et entassé. La Gemara pose la question, elle dit, quoi? Veha anantenan mina karfaf va filu mina mefuzarim. Pourtant, nous avons appris clairement dans la Mishnah
qu'il est suffisant d'avoir un seul critère? Car Faf, même si c'est éparpillé, c'est moutard. Réponse. Matnitin yehida'ahi. Shmuel va te dire, cette Mishnah n'est pas halachique. La halakha n'est pas comme cette Mishnah. Car l'auteur de cette Mishnah, c'est une opinion unique d'un Rav qui s'appelait Rabbi Elazar bar Shimon bar Yochai. C'est Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, qui lui nous a présenté une mahloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Et il nous a dit que Bet Hillel, en effet, eux sont cool, ils sont tolérants. Pour eux, ça suffit un seul critère. Mais en réalité, les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon. Et ils disent que c'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Bet Hillel n'ont pas autorisé sur la base d'un seul critère. Chachamim n'autorise que si on a les deux critères réunis. Première condition, Karfaf. Deuxième condition, Mechounas. Il faut d'abord que ce soit un enclos fermé. Deuxièmement, il faut que ce soit entassé. Mais si tu n'as pas les deux critères réunis, haram, assour. C'est ça l'opinion de Shmuel. Shmuel, c'est pas qu'il vient contredire une Mishnah. Il vient te dire que cette Mishnah n'est que l'enseignement d'une opinion unique de Rabbi Elazar bar Shimon. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui, et les Chachamim font dire à Bet Hillel que les deux critères sont nécessaires. Relisons. Matnitin yehida'ahi, Detanya, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, lo nehleku Bet Shammai ou Bet Hillel, ala mefuzarim shebasadot, she'en mevi'im. Tout le monde est d'accord, même Bet Shammai, même Bet Hillel sont d'accord que si c'est éparpillé dans les champs, c'est évident que c'est assour de s'en servir pendant Yom Tov, c'est Mouktsé. Et tout le monde est d'accord, même Bet Shammai, que si c'est entassé dans un enclos fermé, c'est sûr qu'on a le droit de se servir pendant Yom Tov de ces bûches de bois, ce n'est pas Mouktsé. Alma nehleku, quel est donc l'objet de leur mahloket? Alam mefuzarim sheba karfaf, ve'alam mechunasim sheba sadot, shebet Shammai omrim lo yavi, ou Bet Hillel omrim yavi. La mahloket entre eux, elle est dans le cas où on n'a qu'un seul critère. Soit on est dans un karfaf, mais c'est éparpillé, soit on est dans un champ et c'est entassé. La Bet Shammai interdisent et Bet Hillel permettent, sur la base d'un seul critère. Eh bien, en effet, c'est qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est Rabbi Elazar bar Shimon. Et en effet, notre Mishnah correspond à cette opinion. Notre Mishnah qui a dit que il est suffisant d'un seul critère, soit Mechounas dans le champ, soit dispersé dans le karpaf. C'est kasher. C'est qui a dit ça? C'est Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, selon Bet Hillel. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Et donc Chachamim ne sont pas d'accord avec cette Mishnah. Donc il n'y a pas de problème. Shmuel, sur qui il s'appuie pour contredire la Mishnah? Il s'appuie sur les Chachamim. Car l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon bar Yochai. You understand, my friend? Je répète. On a Emora, qui s'appelle Shmuel. Il vient, il te dit quelque chose qui contredit la Mishnah. Car la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Il est suffisant d'avoir un seul critère pour que ce soit kasher. Soit que le bois se trouve dans le champ, et s'il est entassé, c'est kasher. Éparpillé, pas kasher. Entassé dans un champ, c'est kasher. Très bien. Deuxième critère possible, si ça se trouve dans un karfaf. Karfaf, c'est un enclos fermé, ou à proximité de la ville, ou bien fermé. En tout cas, c'est un autre. Est-ce que le bois qui est là-bas est kasher? Oui. Est-ce qu'il faut qu'il soit entassé? Non, même éparpillé. Donc un seul critère suffit. Lequel critère? Soit entassé dans un champ ouvert, soit dans un endroit fermé, même éparpillé, c'est kasher. Shmuel, qu'est-ce qu'il vient de dire? Shmuel, qu'est-ce qu'il vient de dire? Non, assour! Il faut les deux critères réunis. Premièrement, qu'ils soient entassés. Deuxièmement, dans un espace fermé. Il contredit la Mishnah. Comment il répond? Il dit, je sais que je contredis la Mishnah, mais j'ai sur qui m'appuyer? Sur d'autres Tanaïm qui s'opposent à cette Mishnah.
Car l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Elazar Barbi Shimon au nom de Beth Hillel. Mais les Chachamim ont dit à Rabbi Elazar Barbi Shimon, non, on n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu fais dire à Beth Hillel qu'un seul critère suffit pour cachériser le bois, pour l'utiliser pendant Yom Tov, pour allumer le four avec. Chas v'shalom. Beth Hillel n'ont jamais autorisé sur la base d'un seul critère. Beth Hillel exige 2 conditions réunies. Aleph, que ce soit dans un karfaf, et deuxièmement, que ce soit mechounas. Dans un espace fermé et que ce soit entassé. Comment on dit entassé? Mechounas. Quelle est la racine? Keneset. Kinus. Et comment on dit un espace fermé? Karfaf. Dosidos. Voilà, c'est facile. Maintenant, la Gemara nous dit Amar Rava, Ale Kanim, Ve'ale Gefanim, Afalgav de Mekanfelehu, ou Motve, Kevan de Imedale Zika, Mevadarlehu, Kemefuzarin Damu Ve'asurim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava, qui est un Émora, vient nous enseigner quelque chose de très beau. Il nous dit parfois, les gens utilisent les feuilles de vigne ou les feuilles de roseau pour les manger, ou bien pour s'en servir comme brindille pour allumer la cheminée. Car tu ne vas pas allumer directement tes grosses bûches de bois. Marron, il faut d'abord du papier, il faut d'abord de la paille, il faut d'abord des petits brindilles. Alors on utilisait à l'époque des feuilles de vigne, des feuilles de roseau. Maintenant, c'est mouktsé ou pas mouktsé ces feuilles? Alors on te dit, a priori, tu aurais dit entassé is very good, d'après la Mishnah. Entassé is very good. Ou surtout, si c'est entassé dans un karfaf, même d'après Shmuel, is very good. On a 2 conditions réunies, dans un karfaf et ça entassé. Eh bien non, nous dit Rava Assour, Lama. Il dit parce que le vent, monsieur le vent, il te demande rien, il te pose pas de questions. Il arrive, il envole toutes ses feuilles. Toi, tu t'es fatigué avant Yom Tov à entasser les feuilles. Tu arrives pendant Yom Tov, où sont les feuilles? Waouh, quelle dispersion! Le vent a tout éparpillé. Eh bien, c'est mouktsé. Ces feuilles, même si elles sont restées entassées, elles sont mouktsé. Pourquoi? Car toi, tu le savais que c'est du travail pour rien, car le vent, il peut arriver à n'importe quel moment, est éparpillé. C'est pas un endroit qui est couvert, le toit n'est pas couvert. Donc de ce fait, tu le sais que le vent, il peut éparpiller. Eh bien, c'est mouktsé. Car dans ta tête, tu n'as pas compté sur ces feuilles. Même si avant, tu les avais entassées, mais réellement, dans ton fort intérieur, dans ton subconscient, Chazak, tu savais que ça n'allait pas rester comme ça. Tu n'es pas bête. Tu sais très bien quelle est la force du vent. Alors, c'est mouktsé parce qu'on juge et on considère la situation actuelle comme étant éphémère et que réellement, quand tu vas arriver Yom Tov, tu ne vas rien trouver. Tu vas trouver que des feuilles éparpillées. C'est pour cela que c'est mouktsé. Sauf si tu as sécurisé. Il dit par exemple, une fois que tu as entassé, tu as mis quelque chose de lourd dessus. Comme ça, il dit Ve'i manah, ve'i atnah, mana, me'etmol, alayhu, shapir dami. Comment on dit en araméen un keli? On avait vu ça vendredi. Bravo, mana. Mana avec Aleph, pas avec He. Hazak, on ne se trompe pas de voix, que la kavod. Mana avec Aleph, c'est un keli. I atnah, mana, alayhu. S'il a déposé un keli lourd dessus pour les clouer, pour les fixer, alors shapir damé. Là, c'est super. Shapir, à chaque fois que je fais un jeu de mots, je dis c'est les lettres de super. Shapir dami, c'est très bien. Shapir damé, c'est très bien. C'est pas mouktsé. D'après Rava, même si ça n'a pas bougé, ces feuilles-là sont restées, mais tu n'avais pas mis quelque chose pour alourdir, eh bien c'est quand même mouktsé, parce que dans ta tête, tu pensais que ça allait s'éparpiller. Et si on a mis quelque chose et qu'il y en a quelques-unes qui sont éparpillées, elles sont mouktsées, ça va? Non, parce que dans ta tête, tu pensais vraiment les retenir. Et maintenant, les amis, je vous avais promis que la Gemara allait expliquer ce qu'on n'a pas expliqué dans la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, je suis resté flou. Je vous ai dit que je ne veux pas anticiper. Je préfère qu'on attende l'analyse de la Gemara. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Mahloket, Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda
quant à la définition de karfaf. On a le droit d'utiliser les bûches de bois qui se trouvent dans un karfaf. Et maintenant, la question est de savoir, c'est quoi un karfaf? Rabbi aussi a dit, même s'il est loin, même s'il n'est pas mitoyen, même s'il n'est pas collé à la ville, kacher, principal rien qu'il soit fermé, potahat. Rabbi Houda, qu'est-ce qu'il te dit? Non, faut qu'il soit samour lahir, faut qu'il soit collé à la ville. Samour mamash. Alors maintenant, la Gemara se pose une question. Ibaya lehu. Les Hakramim se sont demandé. Hechi ka'amar. Qu'est-ce que voulait dire Rabbi Yehuda quand il a dit il faut que ce soit samour lahir, que ce soit proche de la ville. Kol chez samour lahir vehu de itle potahat. Est-ce que Rabbi Houda exige les deux critères? Premièrement, que le karfaf soit collé à la ville, ou non. Secondo, qu'il ait une serrure avec une clé pour fermer, pour sécuriser. Donc il faut deux critères, proche et fermé. Ve'ata Rabbi Yossi les mémar. Et ensuite Rabbi Yossi vient rétorquer. Il dit à Rabbi Houda, ma pitom, kevan de itle potahat, afilu betortchum shabbat nami. Rabbi Yossi vient et te dit, non, ça me suffit juste qu'il y ait une fermeture. S'il y a une serrure, c'est fermé, ça me suffit. Même si c'est loin de la ville, juste que ça reste à l'intérieur du Tchoum, dans les 2000 coudées. Odilma, ou peut-être, on peut comprendre différemment. Hachi ka'amar, voici ce que voulait dire Rabbi Yossi. Kol she samour lahir. Le principal, c'est que ce soit proche de la ville. Ben deit le potahat, ben delit le potahat. Que le karfaf ait une serrure, ou bien qu'il n'y ait pas de serrure. Ça ne change absolument rien. Ve'ata Rabbi Yossi le memar, afilu betor tchum shabbat, ve'davka deit le potahat. Avalit le potahat, afilu samour lahir namilo. Et Rabbi Yossi te dit que tout dépend de la serrure. Peu importe la proximité avec la ville. Le principal, c'est que ce soit sécurisé. Dans ce cas-là, ils sont diamétralement opposés. Rabbi Houda dit, il n'y a qu'une seule condition qui est nécessaire. C'est la proximité avec la ville, qu'il soit mamash mitoyen. Même si c'est ouvert, ça ne me dérange pas. Rabbi Yossi dit, non, pour moi le critère c'est autre chose. Pour moi le critère c'est que ce soit fermé, sécurisé. Je m'en fiche de la proximité avec la ville. Que ce soit proche ou loin, le principal c'est que c'est dans le Troum, dans les 2000 coudées, il n'y a pas de problème que ce soit loin de la ville, il faut juste que ce soit sécurisé. Donc, les deux pensent qu'il y a un seul critère qui est nécessaire. La question c'est quel critère? Pour Rabbi Houda, c'est la proximité avec la ville. Pour Rabbi Yossi, c'est la sécurité, c'est-à-dire la serrure. Ça, c'est une façon de comprendre leur mahloket. Là, ils seraient diamétralement opposés. Deuxième façon de comprendre, c'est qu'en fait, pour Rabbi Yossi, il est suffisant d'un seul critère. Lequel? Potahat. C'est-à-dire la serrure, la sécurité. Peu importe si c'est proche ou loin. Mais pour Rabbi Houda, peut-être que lui, il exige deux critères réunis. Aleph, potahat, bet, samour lahir. Comment? C'est-à-dire que Rabbi Houda, on voit que Rabbi Houda, il est plus mahmir. C'est-à-dire que, a priori, Rabbi Houda, quand il dit Ezeouk, je suis très content de votre question. Votre question, elle est basée sur la logique. La deuxième façon de comprendre leur discussion, elle est plus fluide. C'est-à-dire, chacun a parlé d'un autre critère. Mais comment la Gemara peut, elle voit chez Rabbi Houda deux critères? C'est magnifique votre question. Je vous ai dit que vous êtes formaté pour la Gemara. Alors, quel est le pirouche? C'est qu'en fait, je vais dire comme ça. Vous avez un premier intervenant. Oui? Il vous dit quelque chose. Après arrive le deuxième, il dit, mais non, ça suffit qu'il y ait ça. Alors maintenant, vous pouvez comprendre que, par rapport au deuxième, vous déduisez qu'est-ce que voulait dire le premier. Puisque le deuxième, il te dit, ça me suffit qu'il y ait ça. En disant ça me suffit, ça veut dire que pour le premier, ça ne suffit pas. Il faut les deux conditions. Je peux comprendre comme ça la chose. Bien que Rabbi Houda n'ait parlé que du problème de proximité. Et Rabbi Yossi a parlé que du problème de potahat, de serrure. Mais
soit je comprends les choses telles quelles, comme vous avez dit. Il y a un seul critère pour Rabbi Yehuda, c'est la proximité à la ville. Pour Rabbi aussi, il n'y a qu'un seul critère, c'est potahat, c'est la serrure. Ça, c'est une façon de comprendre la plus simple. Mais je peux comprendre ce qu'on appelle, non pas dans l'absolu, mais dans la relativité. C'est que Rabbi aussi, il a parlé relativement à Rabbi Yehuda. Il a entendu Rabbi Yehuda exiger 2 critères. Lui, il vient et dit, non, je n'ai pas besoin des 2 critères. Daillez-nous un seul critère. Alors, dans ce cas-là, il en ressortirait que Rabbi Yehuda exige 2 critères. Premièrement, proximité avec la ville. Deuxièmement, potahat, sécurité. Rabbi aussi dit non, je n'ai pas besoin de la proximité, ça me suffit la sécurité. C'est comme ça que la Gemara se pose la question. Elle dit, en réalité, est-ce que c'est ça la discussion entre eux ou est-ce que c'est ça la discussion entre eux? Ça veut dire que la nafkamina, l'incidence de ce débat, de cette recherche, c'est de savoir qu'est-ce que pense Rabbi Yehuda. Est-ce que Rabbi Yehuda exige 2 critères ou un seul? Rabbi aussi, c'est clair. Rabbi aussi, lui, il n'a misé que sur potahat. Mais Rabbi Yehuda, bien qu'il n'ait parlé que de proximité avec la ville, mais je peux comprendre différemment. Je peux dire que proximité, c'est en plus de potahat. Ou bien c'est exclusivement la proximité. Oui. Non. On est en train d'essayer de comprendre la Mishnah. Je veux dire, quand on lit la Mishnah, on voit que c'est pas... C'est ce que je dis. Il y a la lecture première, il y a la lecture simple, superficielle de la Mishnah. Quand on lit la Mishnah, lui il a parlé de A, l'autre il a parlé de B, tout va bien. Mais je peux dire que non. Quand Rabbi aussi a parlé de B, c'est parce qu'il a entendu Rabbi Yehuda dire A et B. Alors il dit non, moi j'ai pas besoin de A et B, j'ai besoin que de B. Alors maintenant, la Gemara va résoudre ce problème en citant une baraïta. Tashma, viens écoute. Quand on dit Tashma, c'est viens écouter. Alors, c'est pas d'une braïta ici, c'est de la Mishnah elle-même. Mi de katane Rabbi Yossi Omer, kol shenichnasim lo bepotahat, va filu betor tchum Shabbat, shmamina Rabbi Yossi, tarte la kula kamar, shmamina. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi, lui, il te dit, ça me suffit un seul critère. Soit ceci, soit cela. Comment je le vois? Je le vois du fait qu'il est dit Kol shenichnasim lo bepotahat va filu betor tchum Shabbat. Ça veut dire quoi? Il aurait pu dire Kol shenichnasim lo bepotahat. Il aurait pu parler que de la serrure. Pourquoi il a parlé aussi va filu betor tchum Shabbat? C'est que lui, il a entendu Rabbi Yehuda qui exigeait les 2 critères. Lui, il vient et dit non, un seul critère me suffit. Soit potahat, soit la proximité avec la ville. Parce que quand c'est proche, les gens, ils pensent à ça. Quand quelque chose est loin, alors l'écart géographique il fait que je n'y pense pas à tout ce qui est loin. Mais quand c'est proche de moi, eh bien, je compte là-dessus. Alors, Rabbi aussi te dit, ça me suffit, ce critère ou ce critère. Donc, c'est pas que Rabbi Yehuda, il a pensé au critère, comment il s'appelle, de proximité, et l'autre, il a dit, non, potahat, ils sont diamétralement opposés. Rabbi aussi, lui, il est d'accord pour dire qu'un seul critère suffirait, et peu importe. Ou potahat, ou samour la'ir. La preuve, c'est que quand il a dit Kol shenichnasim lo bepotahat va filu betor tchum Shabbat. Pourquoi il a besoin de dire va filu betor tchum Shabbat? Il n'avait pas besoin de dire ça. Il aurait pu dire tout simplement Kol potahat. Ça veut dire que si c'était le seul critère. Et la vadaï que c'est ou ça ou ça. Ça veut dire Rabbi aussi l'autorise même s'il n'y a pas de pétard. Bravo. Rabbi aussi l'autoriserait même s'il n'y a pas de potahat. Si c'est samour la'ir. Ou bien, même si c'est loin de la ville, s'il y a potahat. Amar Rav Sala, Amar Rabbi Yirmiya, halacha ki Rabbi Yossi lehakel. Rav Sala a dit au nom de Rabbi Yirmiya, la halacha elle est comme Rabbi Yossi, lehakel. Ça veut dire que soit il y a comment on appelle ça, la serrure. Dans ce cas-là, même si le karfaf il est lointain, no problème.
Soit il n'y a pas de serrure, mais s'il est proche de la ville, no problème, on peut prendre des bûches de bois, ce n'est pas moukse. Nouvelle Mishnah. En mevakein etzim lo min hakorot velo min hakora shenishbera biyom tov, ve'en mevakein lo bekardom velo bimgera velo bemagal ela bekufit. Toujours à propos du moukse, cette Mishnah également va nous parler des bois qui sont moukse. Alors, Rabotai, je vais d'abord me permettre de vous dire, d'anticiper. D'habitude, j'aime pas anticiper pour ne pas perdre le goût et le charme de la Gemara. Car tout le charme de la Gemara, c'est quand elle vient nous expliquer une Mishnah qu'on n'a pas comprise. Alors c'est superbe quand on reste dans le flou de la Mishnah et tu dis, attends, mais je comprends rien du tout. Tu arrives à la Gemara, tu vois la lumière de la Gemara, comment elle t'éclaire la Mishnah, c'est limpide comme l'eau de roche. Mais parfois, il y a des Mishnayot, il n'y a pas de goût si tu ne dis pas, si tu ne révèles pas ce que la Gemara va nous dire. Alors là, je vais vous dire d'emblée comme introduction, comme ça on comprendra mieux la Mishnah. On a 3 cas de figure. Il y a des poutres et des poutres. Il y a des poutres qui sont réservées à la construction. On a des rangées de poutres qui sont utilisées par les entrepreneurs, par les maçons, pour construire des maisons. Ça, c'est des poutres qui coûtent très cher. Personne ne les utilise pour la cheminée, pour chauffer, pour le four, pour cuisiner. Donc, mouktsé, Yom Tov, c'est sûr que c'est mouktsé, d'office. On a maintenant une autre poutre. C'est celle de la Korah qui s'est cassée pendant Yom Tov. Imaginons, par exemple, une Korah. Vous avez des poutres à la maison. Alors, vous connaissez les chalets. Vous allez en montagne, vous voyez les poutres, et il peut y avoir une poutre qui a cassé. Une charpente, bédiouk. Ou bien, même si c'était des rangées qui étaient des poutres destinées, réservées à la construction, il y en a une qui s'est cassée. Quelqu'un il s'est assis dessus, pac. Alors maintenant, question, est-ce qu'on peut l'utiliser? Ou encore, on a ensuite les korot shenishberu lifnei Yom Tov. Des poutres de bois qui étaient destinées à la construction, mais qui se sont cassées avant Yom Tov, pas pendant Yom Tov. Je répète, des poutres de bois qui sont entières, réservées à la construction. Deuxième sorte de poutre de bois qui s'est cassée, mais pendant Yom Tov. Troisième sorte de poutre, c'est celle qui s'est cassée avant Yom Tov. Alors on va commencer par la fin, car c'est plus facile. Celle qui s'est cassée avant Yom Tov n'est pas mouktsé. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'utiliser pour la construction. À quoi ça peut être utilisé? Ça peut être utilisé comme combustible. Tu vas couper en petites bûches et qu'est-ce que tu vas en faire? Et un combustible. Donc il n'y a pas de problème, ce n'est pas mouktsé. L'autre, c'est celle qui s'est cassée pendant Yom Tov. Là, c'est le hidouche. Hidouche, c'est que c'est mouktsé. Lama c'est mouktsé. Parce qu'à l'entrée du Yom Tov, c'était mouktsé. Et maintenant, pendant Yom Tov, ça ne l'est plus. On a une règle. En araméen, ça se dit comme ça. Migo, de itketsai ben hashemashot, itketsai lechule yoma. Quelque chose qui était mouktsé à l'entrée du Yom Tov, ben hashemashot, eh bien, ça reste mouktsé tout le Yom Tov. La raison pourquoi c'était mouktsé, parce que c'était une poutre entière qui était réservée à la construction, donc c'était mouktsé. Mais maintenant, ça s'est brisé. Ce n'est plus réservé à la construction. Ok, c'est pour la combustion, mais qu'est-ce qu'on peut faire? À l'entrée du Yom Tov, c'était mouktsé, ça reste mouktsé tout le Yom Tov. Troisième catégorie, c'est la poutre qui est encore entière. Ça, c'est évident que c'est mouktsé, puisqu'elle est réservée à la construction. Le deuxième, je rappelle que le deuxième, elle était mouxée à l'entrée dans le Yom Tov. Ouais, et maintenant, elle est cassée. Donc, normalement, tu aurais pu croire que c'est moutard de l'utiliser, puisque maintenant, elle n'est plus réservée à la construction. Et c'est tout de même assourd, parce qu'à l'entrée du Yom Tov, elle était mouktsé. Il n'y a jamais quelque chose de mouktsé qui perd son statut pendant Yom Tov? Non, Migo. Alors, on va étudier Rabotai. La suite de la Mishnah, regardez. Ve'en mevakein lo bekardom ve'lo bemegera ve'lo bemagal et la bekufit. Je vous ai dit, les amis, que j'ai maintenant des poutres qui étaient cassées depuis avant Yom Tov. C'est mouktsé ou pas? Non. Pourquoi? Car elles ont perdu leur caractère de construction. Tu ne peux pas prendre une poutre cassée pour construire. Alors ce n'est pas mouktsé.
D'accord. Mais maintenant, tu as des gros morceaux, comment tu vas faire? Tu vas les mettre comme ça dans ton four? La moitié de la cora qui est cassée, elle fait 3 fois ton four. Comment tu la fais rentrer? Tu es obligé de casser en petits copeaux, en petites bûches. Comment tu fais? Tu dois prendre ta hache. Alors la hache permet de fendre du bois pendant Yom Tov. Alors on te dit, fendre du bois pendant Yom Tov, pour en faire des petits copeaux, des petites bûches, il ne faut pas utiliser l'outil professionnel, uniquement l'outil amateur, c'est-à-dire... Alors il te dit, En mevakerim lo bekardom, velo bemegera, velo bemagal. Alors megera c'est une scie. Tu n'as pas le droit de prendre une scie pour scier ta poutre. Tu ne peux pas utiliser cardom. Cardom c'est la hache, mais il y a des haches pour couper le bois qui étaient utilisées également pour égaliser avec minutie les selles de chameau, les selles de hamor, d'âne, de cheval. Parce que vous avez vu comment la selle elle est faite. C'est en bois, mais avec un creux à l'intérieur pour que ce soit bien stable sur le dos de la bête. Alors comment tu utilises? Tu utilises comme ça des haches qui ont 2 côtés. Il y a un côté qui s'appelle nekeva, c'est-à-dire que la partie large de la hache, et en face, à l'opposé, vous avez de l'autre côté de la hache, la partie zachar, mâle, la partie mâle. C'est que c'est étroit. La femme, elle est plus large. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le bassin de la femme plus large que celui de l'homme pour pouvoir tenir l'enfant, contenir le bébé, le fœtus. Comme dit la Gemara, domé les otsar. Quand tu mets dans une malle des pérottes, il ne faut pas que ce soit comme ça en forme de V. Parce que si tu vas mettre des pérottes en haut, eh bien en bas, avec la pression, les parois vont s'écarter. La malle va s'éclater. Alors au contraire, tu mets plus large en bas et plus étroit en haut. C'est comme ça que je pourrais créer la femme, qu'elle soit plus large pour pouvoir contenir le fœtus. Alors maintenant, on a la partie qu'on va appeler zachar et la partie qu'on appelle nekeva dans la hache. La partie large et la partie qui est plus étroite. C'est l'outil que le bûcheron utilise lorsque l'ébéniste, le menuisier a besoin de fabriquer le oukaf, la selle, pour mettre sur le dos de la bête, alors il utilise un outil professionnel. Mais il y a le koufit, par exemple le boucher. Il a une hache, il a une hachette pour briser les os. C'est petit. C'est un petit koufit, c'est pas comme celui du bûcheron. Nachon. Alors, tu n'as pas le droit d'utiliser ni le cardom, la vraie hache professionnelle des bûcherons et des menuisiers. Tu n'as pas le droit non plus d'utiliser megera, la scie. Tu n'as pas le droit d'utiliser magal, la fausse scie, qui également servait pour pouvoir creuser la selle. Mais tu peux utiliser le koufit. C'est prendre la hache du boucher. Là, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas un outil qui est utilisé pour le bois. Alors, Yom Tov, tu fais un chinouille. Tu as besoin d'allumer ton four, ton fourneau. Comment tu vas cuire ton pain? Comment tu vas rôtir ton poulet rôti, ton paleron? Comment tu vas le faire? Tu vas le mettre dans le four. Alors, comment tu vas allumer le four? Il te faut du bois. Alors, ce combustible, tu as le droit de couper, mais attention, pas avec un outil professionnel, juste avec un outil qui n'est pas habituel. Kofit. Alors maintenant, la Gemara pose une question. Elle dit, Ve'amar dresha en mevakerin klal. La Gemara dit, je comprends pas. Au début, tu me dis, la Mishnah, qu'est-ce que tu dis? En mevakerim etzim lo minakorot ve'lo minakora shenishbera biyom tov. Je comprends pas. La fin de la Mishnah contredit le début de la Mishnah. Le premier mot de la Mishnah, c'est quoi? En mevakerim. Tu n'as pas le droit de fendre du bois. La fin de la Mishnah, tu peux fendre du bois, mais pas avec un outil professionnel, uniquement avec chinouille. Je ne comprends pas, tu te contredis. Ve'amar dresha en mevakerin klal, amar Rabbi Yehuda amar Shmuel, hasure me hasra, ve'achi katane. Shmuel nous dit,
il faut rajouter ici une parenthèse. Il manque dans cette Mishnah une parenthèse. Qu'est-ce qu'il faut rajouter dans cette parenthèse? En mevakerin mina etzim lo mina soar shel korot velo mina kora shenishbera biyom tov. Je lis selon Hagaot Abah. Voyez-vous que le Bah, Bait Hadash, toujours il met des corrections. Il y a un petit Aleph, c'est la correction du Bah. Il dit comme ça comment il faut lire. En mevakerim etzim lo mina soar shel korot velo mina kora shenishbera biyom tov aval mevakerin mina kora shenishbera me'erev yom tov. Il dit voilà comment il faut lire la Mishnah. Il faut rajouter une phrase. On n'a pas le droit de fendre du bois. De quel bois s'agit-il? Les grandes poutres de bois, les rangées de poutres qui sont destinées à quoi? À la construction. Velo minakora shenishbera biyom tov. Non plus d'une poutre qui était entière avant Yom Tov et qui s'est cassée pendant Yom Tov. Et pourquoi c'est assour? Parce que c'est mouktsé. Pourquoi c'est mouktsé? Car si c'était mouktsé à l'entrée du Yom Tov, ça reste mouktsé pour tout le Yom Tov. Aval! Par contre, tu as le droit en revanche, mevakerim minakora shenishbera me'erev Yom Tov. Tu as le droit de couper et de fendre les poutres qui ont été cassées avant Yom Tov. Puisque c'était cassé déjà avant Yom Tov, tu le savais que ce n'est pas destiné à la construction, mais plutôt à la combustion, alors tu as le droit de couper des petits copeaux. Urshe mevakerim, en mevakerim lo bekardom, velo bemagal, velo bemegera, et la bekofitz. Et la Mishnah te conclut en disant, même si je t'ai permis de couper la poutre qui était cassée avant Yom Tov, mais uniquement en utilisant un outil inhabituel et pas un outil professionnel. Tanya namehachi en mevakerim etzim lo mina soar shel korot velo mina kora shenishbera biyom tov le fiche no mina murchad. Et d'ailleurs, la Gemara cite une baraïta qui confirme ce qu'on vient de dire, que le problème des korot n'est pas un problème de couper, le problème c'est mouktsé. Et no mina murchan. C'est quoi murchan? Prêt. Quelque chose qui n'est pas prêt, qu'est-ce qu'il est? Mouktsé. S'il est prêt, il n'est pas mouktsé. Bravo. Parce que murchan et mouktsé, ce sont les deux opposés. Mouktsé, c'est quelque chose qui n'est pas prêt, justement. Et murchan, c'est quelque chose qui est prêt. C'est le contraire de mouktsé. Comment? Non. Si c'était prêt avant Yom Tov, ce n'est pas mouktsé et que j'ai le droit de couper, on te dit comment tu peux le couper avec un keli qui est inhabituel. Vélo bekardom. Alors maintenant, regardez la Gemara ce qu'elle dit. Vélo bekardom, tu n'as pas le droit d'utiliser la hache. Amar Abhinena bar shelamia mishmederab. Lo shanu ela benakvut shelo, aval bezachut shelo mutar. Bravo. La hache professionnelle du bûcheron. Tu n'as pas le droit de couper le bois, c'est uniquement du côté large, qu'on appelle côté femelle. Mais du côté mâle, tu as le droit de couper le bois avec le côté mâle. La Gemara dit Pshita bekofitz nan. C'est sûr que c'est permis. Pourquoi? Tu vois qu'à la fin de la Mishnah, on a permis d'utiliser la hache du boucher. Et c'est quoi la hache du boucher? Il n'y a qu'une seule lame, une lame qui est étroite comme le zachar de la hache du bûcheron. Alors, je ne vois pas quel est ton chidouche. Pourquoi Rav vient nous enseigner une chose que nous-mêmes on aurait pu comprendre tout seul? La Gemara répond, Maoudetema, tu aurais pu dire Hanemile. Le hé le même, c'est quoi le hé le même? Hanemile. Quand est-ce que on permet kofitz les houdé? C'est uniquement kofitz. C'est quoi kofitz? La hache du boucher, qui n'a qu'une seule lame, qui est étroite. Là, il n'y a aucun souci. Ça, je t'ai permis. Par contre, la hache qui est kardom vekofitz, aval kardom vekofitz, c'est-à-dire un côté large, un côté étroit. Ima, j'aurais pu dire, migo de haïgissa assour, haïgissa name assour, kamash malan. J'aurais pu penser que, puisque dans cette hache, il y a deux côtés, il y a un côté permis, il y a un côté interdit, j'aurais pu penser que même le côté permis est interdit, de peur que la personne, elle retourne la hache et qu'elle se serve de la partie large qui est interdite. Alors il faudrait, par mesure de précaution, lui interdire même la partie étroite. Tu aurais pu penser que c'est assourd. C'est pour ça qu'on te dit non permis. Rav, il vient, il te dit, ce qui n'est pas écrit dans la Mishnah. Et tu n'aurais pas pu le déduire tout seul. Car dans la Mishnah, ce qu'on t'a autorisé, c'est kofitz. Kofitz, c'est la hache du boucher, où il n'y a qu'une seule partie, c'est la lame étroite. Mais
qu'est-ce que j'aurais pu penser par rapport à la hache du bûcheron, où il y a deux parties, larges et étroites, Nekeva et Zachar. J'aurais pu dire, même le Zachar est interdit, bien que ça ressemble à Koufitz, de peur que la personne se serve de la partie Nekeva. Eh bien, j'aurais pu croire que c'est assourd. Rav, il vient et te dit non, permis. C'est permis. Comme on t'a permis le Koufitz, on t'a permis aussi la partie étroite de la hache du bûcheron. Veika de matnela sefa. La Gemara nous présente une deuxième version en disant que Rav est venu rajouter une précision, non pas par rapport à la Recha, le début de la Mishnah, mais plutôt par rapport à la Sefa, la fin de la Mishnah. Qu'est-ce que dit la fin de la Mishnah? Ela bekufit. Vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il veut nous rappeler? En mevakeim lo be kardom, velo be megera, velo be magal, ela be kufit. Alors maintenant, quand on te dit à la fin, tu peux avec kofit, c'est permis, c'est-à-dire la hache du boucher. Rav vient, il te rajoute une précision par rapport à cette autorisation. Il te dit attention, attention, c'est autorisé. Regardez ce qu'il dit. Lo shanu amar Rav Hinina bar Shlemia mishmene Rav. Lo shanu ela bezachut shelo, aval benagvut shelo asur. Si jamais la hache du boucher ressemblait à la hache du bûcheron, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement la partie étroite, la lame étroite, il y avait de l'autre côté également une lame qui est large. Attention, ne crois pas que tu as le droit d'utiliser ce kofitz des deux côtés. Ce qu'on te permet, c'est que la partie étroite. La Gemara pose la question, elle dit Pshita, mais c'est évident, vélo bekardom tenan. Je ne comprends pas pourquoi tu aurais pu croire que c'est permis. Mais on nous a interdit kardom. C'est quoi kardom? C'est la hache du bûcheron, qui est large. Parce que comment il coupe le bois? Il ne coupe pas avec la partie étroite. Quand il doit couper des troncs d'arbres, évidemment qu'il utilise la partie large. Donc de ce fait, tu ne m'apportes rien, Rav. Je le lis dans la Mishnah, c'est écrit vélo bekardom. Et c'est quoi la spécificité du kardom? C'est la partie large, la partie femelle. Alors, qu'est-ce que Rav vient me dire? Attention, on te permet que kofitz, mais on ne te permet pas le côté, si jamais tu as un kofitz avec une partie large, interdit. Boker Tov, Rav, tu es un Émora. Tu viens me rajouter une précision, me rajouter un enseignement que je n'aurais pas pu comprendre tout seul. Excuse-moi, je sais lire, c'est écrit vélo bekardom. Donc ce que tu me dis ne m'apporte rien, c'est déjà écrit dans la Mishnah. Réponse. Maoudetema hanemile kardom aval kofitz vekardom ima migo de haigisa share haigisa nami share kamashmalan. Tu aurais pu croire que de la même façon qu'il est permis d'utiliser la hache du boucher de la partie étroite, ainsi serait permis de la partie large. Et c'est ça ce que Rav vient de te dire. Attention, ne crois pas que puisque ça appartient au boucher, alors tout est permis. On t'a interdit que si c'était la longue hache du bûcheron. Alors là, on t'a interdit la partie femelle. Mais si c'est la petite hache du boucher, il y a une partie étroite, il y a une partie large, alors tu aurais le droit d'utiliser les deux côtés. On te dit non. On te permet que la partie étroite de la hache kofitz. Vous avez où? C'est un peu l'opposé de la hache du bûcheron. Bidiouk. Matnitin. On va terminer avec cette Mishnah. Bayit shehu male perot venifhat notel mimakom apehat. Rabbi Meir Omer af pochet lechatchila venotel. Toujours à propos du moukhtse. Vous savez que normalement des aliments ne sont pas moukhtse. Normalement non. Mais quel est le din si les aliments étaient inaccessibles? Exemple. On avait des fruits qui étaient entreposés dans un endroit qui était fermé, mais personne n'avait la clé. La clé était chez quelqu'un qui a déjà pris l'avion pour les États-Unis, il n'est pas là pendant Yom Tov, et moi, Yom Tov, je sais que ces fruits qui sont dedans, inaccessibles. Ok. Piton, accident. Il y a un ouragan qui a envolé toutes les tuiles.
Et tu vois, hop, le toit, on peut y accéder. Le toit maintenant c'est ouvert et tu peux accéder aux fruits. Ai-je le droit de prendre ces fruits ou ils sont mouktsé? Donc a priori, mouktsé, a priori. Alors regardez ça. Baït sheu malé perot venifhat notel mimakom ephat. Alors Rabbi Yehuda, vous allez être étonné, permis. Notel mimakom apehat. Il a le droit de prendre les fruits de l'endroit qui s'est réduit. Pehat, pahot, qui s'est réduit, qui s'est ouvert. Regardez ce que dit Rashi. Et là maintenant, on a besoin du Rashi pour répondre à votre question, votre étonnement. Regardez ce que dit Rashi. Notel mimakom aphat. Velo amrinan muktzin mehamat isurhen. De eno yachol epohato biyom tov, de asah da'ato minayu. Et on ne dit pas, comme on aurait pu raisonner logiquement, et de se dire, les fruits sont mouktsés. Car au début du Yom Tov, il n'avait pas le droit de retirer les tuiles. Pourquoi il n'avait pas le droit de retirer les tuiles? Car on n'a pas le droit de détruire une maison. Et de ce fait, les fruits étaient inaccessibles par rapport au Issour de détruire. Alors comment est-ce que on permet? A priori, ces fruits doivent être mouktsés. Regardez ce que dit... Pourquoi ils n'étaient pas mouktsés? Parce qu'on n'avait pas la clé pour ouvrir. Alors, donc c'était mouktsé? À la base, ils ne sont pas mouktsés. Frères et amis! Si on avait la clé, s'il avait laissé la clé, on aurait pu y accéder. Mais maintenant, là, il n'y a pas de clé. Oui, mais... Alors, qu'est-ce que vous dites? Mais oui. Quoi, mais oui? La logique, elle est comme dit Rabbi Yehuda. La logique, elle est que ces fruits étaient inaccessibles. Point à la ligne. Techniquement, c'était impossible d'y accéder. Donc, à l'entrée du Yom Tov, c'était dans un endroit qui était fermé. Pour pouvoir y accéder, il faut briser, il faut casser le mur, il faut casser la porte, il faut casser le toit. Alors, c'est permis d'être sautère pendant Yom Tov. Est-ce qu'on a le droit? Vous savez qu'il y a une mélacha. Comme il est interdit de construire ce qu'on appelle bonnet, il est interdit de détruire ce qu'on appelle sautère. Puisqu'il y avait ici un mur qu'on ne pouvait pas être sautère, un mur qu'on ne pouvait pas détruire, donc les fruits étaient inaccessibles. Donc, mouktsé. Vous savez, Rabbi Moshe Feinstein Zatzal, un jour on l'a appelé au téléphone, il était à la synagogue, Rabbi Moshe Feinstein Zatzal, qui était un grand décisionnaire aux États-Unis, eh bien, lui, un jour on l'appelle, on lui dit il y a un téléphone urgent. Alors, il commence à marcher, puis il s'arrête. Il y a quelqu'un qui lui dit non, c'est là, c'est là. Il lui a dit oui, mais il y a un mur ici, comment tu veux que je franchisse? Il lui a dit quel mur? Il lui a dit il y a quelqu'un qui est en train de faire la Hamida. Et on n'a pas le droit de marcher devant quelqu'un qui fait la Hamida dans ses 4 coudées. Il a dit, pour moi, il y a un mur. La halakha, c'est un mur. Tu ne peux pas franchir le mur. Et si tu as un vrai mur, donc tu ne peux pas détruire ce mur pendant Yom Tov, à cause de la melacha de Soter. Alors comment tu veux utiliser ces fruits? Mais ces fruits devraient être considérés mouktsé. Alors, regardez ce que dit Rashi. Sans Rashi, on ne sait pas. De kevan de lo habapchitato asura de oraita ke de mokminan la be avira de livne lav muktseninu ke de amar gabe tevel sheu mukhan etzel shabbat shim avar vetikno metukan. Rashi nous révèle ce que la Gemara va nous enseigner. Vous aviez raison. Béhémet, les fruits sont muktsé. On n'a pas le droit de les toucher. Alors comment la Mishnah a permis? On parle d'une construction très spéciale. Ici, on parle d'un cas spécial. Lequel? C'est que ce n'était pas cimenté. C'était des murs et un toit qui n'étaient pas cimentés. C'était juste une rangée de pierres superposées. L'interdiction ici n'était pas de sauter, ce qu'on appelle un issour de oraïta, l'interdiction de détruire, qui est un interdit thoraïque. On parle ici que d'un problème de mouktsé, c'est-à-dire des pierres, des tuiles, c'est un problème de mouktsé. C'est un issour qui n'est que midera banane, ou bien soter ohel araï, même si c'est un ohel, mais c'est ohel araï, puisqu'il n'y avait pas de ciment. Donc c'est juste éphémère, c'est-à-dire c'est précaire, c'est une construction légère. Donc détruire une construction légère qu'on appelle ohel araï, c'est pas sur Minatora. Alors écoutez quelque chose de très beau, puisque le issour qui nous empêchait d'accéder aux fruits n'était pas un issour thoraïque, mais juste un issour rabbinique. Alors si ce issour a disparu grâce au vent, le vent qui a envolé les tuiles, eh bien ces fruits ne sont pas mouktsés.
Hachamim n'ont pas interdit l'utilisation de ces fruits, car l'écran qu'il y avait entre l'homme et les fruits, c'était un écran que de Issour des Rabanan, et pas un écran de Issour des Oraïta. C'était pas un Issour de la Torah. Bien que c'était Assour, Hachamim ont dit, étant donné que le Issour qui faisait écran, c'est un Issour, le nôtre, qui est Issour des Rabanan, nous qui avons interdit, nous, on a permis. Regardez par exemple, Rashi, qui savait qu'on allait écarquiller grand les yeux, par étonnement, Rashi a toujours pitié de nous, il nous donne toujours des exemples merveilleux. Il dit un exemple. Vous savez que Shabbat et Yom Tov, on n'a pas le droit de prélever le maaser, de prélever la terouma, parce que ça ressemble à un metaken keli. Tu n'as pas le droit de réparer un keli pendant Shabbat et Yom Tov, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit non plus de réparer les fruits. Des fruits non prélevés, en Eretz Israël, tu n'as pas prélevé la terouma, tu n'as pas prélevé le maaser, sont interdits à la consommation. Ça s'appelle tevel. Tevel, c'est la contraction de deux mots. Tavlo, not good. Alors, puisque c'est tevel, tu n'as pas le droit de manger, c'est mouktsé. Quelqu'un arrive, il a oublié que Shabbat, ou il ignorait que Shabbat, on n'a pas le droit de prélever. Il a prélevé la terouma, prélevé le maaser. Maintenant, ces fruits, ils sont maintenant plus tevel, ils sont plus tevel. Est-ce que je peux les manger ou c'est mouktsé? Eh bien, figurez-vous, nous dit Rashi, permis de manger les fruits. Ah bon? Même pour celui qui avait. Même pour celui qui avait. Pourquoi? Parce qu'il dit le Issour, c'était un Issour des Rabanan. Interdit de prélever, c'est qui a interdit? C'est les Chachamim. Chachamim ont dit, c'est vrai que le Khatchila, tu n'as pas le droit. Mais si ça a déjà été fait, il n'y a pas de caractère de Mouktsé. Mais le statut des fruits avant l'entrée de Yom Tov, il est démoussé. Oui, Alors pourquoi ils changent leur statut? excellent. Eh bien, on nous dit comme ça que pour la Simcha de Yom Tov, exceptionnellement, vous avez raison que c'est contraire à la règle, mais ici, exceptionnellement, pour la Simcha de Yom Tov, Hachamim ont dit, on retire notre interdiction. C'est très joli ce que vous dites. C'est un autre cas là. C'est très joli ce qu'il dit. C'est que l'interdiction, puisqu'on a dit qu'elle n'est que d'ordre rabbinique, eh bien, Ben Hashmashot, le Issour des Rabanan, on sait que ça fait que des Rabanan, la Kula. Qui est-ce qui t'a interdit de faire? C'est les Chachamim. Mais quand on en est dans le laps de temps qui s'appelle Ben Hashmashot, on ne sait pas s'il fait déjà nuit ou il fait encore jour, alors c'est Safek. Et quelle est la règle? Safek des Rabanan, la Kula. Donc Ben Hashmashot, on aurait pu encore prélever. En me'aserin et avadaï. D'accord? Safek hashecha, Safek ena hashecha. Et pourtant, c'est écrit En me'aserin et avadaï. Donc, mashmar que Ben Hashmashot, c'est assaut. Mais, pour ça que je dis que c'est Mirak Mitaram, Simchat Yom Tov. Simchat Yom Tov, on va voir dans la Gemara que pour nous permettre de nous réjouir pendant Yom Tov, comme la Torah nous a permis au Chel Nefesh, la Torah te permet même de cuisiner, d'allumer le feu. À partir d'une flamme existante, tu allumes le feu. Tu mets la marmite sur le feu pendant Yom Tov. Pourquoi? La Torah, elle veut que tu sois Sameach be Yom Tov. Eh bien, à ce titre-là, les Chachamim ont retiré le caractère du Mouktsé, puisque c'était commis des Rabanan. Regardez ça, on va le faire très vite. Bayit sheumale perot, venifhat notel mimakom aphat. Rabbi Meir Omer, af pohet lechatchila venotel. Rabbi Meir dit, on parle, même c'est moutard carrément, d'enlever les tuiles du toit et de prendre des fruits. Et tout de suite, la Gemara va sursauter. Gemara, Amai, ve'akasatar ahola. Comment est-ce qu'il a le droit, d'après Rabbi Meir, de retirer les tuiles pour prendre les fruits? Mais tu fais une melacha de oraïta, tu es sauter. Amar Rab Nahumi bar Adam ar Shmuel be'avira de livne. C'est là que la Gemara nous révèle le secret. On ne parlait pas dans cette Mishnah d'une vraie maison, on parlait d'un endroit qui était juste des pierres superposées, sans ciment, et de ce fait, le Issour n'était pas Minatora. Si on a trouvé une clé qui ouvre cette porte, on peut l'utiliser. Chazak, Bediouk, Bediouk, Bediouk. La Gemara dit, Eni ve'amar Rav Nachman ane livne de aitur mi binyan hasharen etaltolenu beshabta ho'il ve'hazal mizgar alayhu sharginu vadayak tzinu. Écoutez ça. La Gemara pose la question, elle dit,
je vois pas comment tu m'as résolu le problème. Tu me dis, il n'y a pas de ciment entre les briques. Alors l'interdiction, elle n'est que midera banane. Et donc, il n'y a pas de mouktsé. Sliha, mais les pierres, elles sont mouktsé. Pourquoi? On a une règle. Quel est le din lorsque nous avons des pierres que les maçons, que les entrepreneurs avaient entassées? Si on a terminé de construire, il reste des briques dispersées ici et là. Est-ce que je peux prendre ces pierres-là et m'asseoir dessus? Oui, c'est moutard. Pourquoi? Parce que tu vois que les maçons, ils n'ont plus l'intention de les utiliser. Mais si tu vois que Charginu, c'est-à-dire ils les ont rangées, ils ont pris toutes les pierres, ils ont posé l'une sur l'autre, toutes les poutres qui restaient, ils ont fait des rangées, ça veut dire qu'ils ont l'intention de récupérer pour la construction. Dans ce cas-là, c'est mouktsé. Alors, comment tu me permets ici? Mais là, c'est sûr que c'est mouktsé. Tu m'as dit que c'est des murs qui sont faits avec des tuiles qui sont posées, des briques posées les unes sur les autres. Alors, ok, tu m'as dit que c'est à son comme des rabanan. Mais c'est tout de même mouktsé. Alors, regardez ce que je vous avais dit avant. Simchat Yom Tov. La réponse, elle est Amar Rabbi Zera Beyom Tov Amru. Avallo Be Shabbat. On a permis ça que pour Yom Tov. Qu'est-ce qui se passe Yom Tov? En quoi c'est différent du Shabbat? Ochel Nefesh. La Torah nous a dit, tu peux cuisiner Yom Tov. Alors pour manger Yom Tov, Simchat Yom Tov, Hachamim ont autorisé ce Issour. Tanya Namehachi, Rabbi Meir Omer, Af Pochet Echatchila Benotel, Biyom Tov Amru Avalo Beshabbat. Pareil, Rabbi Meir, quand il t'a dit, tu as le droit carrément d'aller retirer les tuiles, d'aller retirer les briques pour accéder à ces fruits, évidemment, il n'a pas autorisé ça pendant Shabbat. Il a autorisé ça que pendant Yom Tov, pour Simchat Yom Tov. Alors juste, je résume. Quelle est la différence entre Rabbi Meir et Hachamim? C'est que Rabbi Meir, il autorise carrément de faire une action, de retirer les briques pour aller prendre les fruits qui sont cachés derrière. Étant donné que cette action n'est pas interdite par la Torah, vu qu'il n'y a pas de ciment, donc tu ne détruis pas vraiment. Il n'y a pas de destruction s'il n'y a pas de construction. C'est quoi une construction? C'est quand il y a du ciment. Mais s'il n'y a pas de ciment, donc c'est stam, c'est des pierres rangées les unes sur les autres. Pourquoi c'est interdit? Parce que c'est soit mouktsé, soit parce que c'est soter ohel aray. Alors Rabbi Meir te dit, tu as le droit de transgresser un issour rabbinique pour Simchat Yom Tov. C'est pas que tu transgresses. Les Hachamim t'ont permis de défaire cette construction légère pour la Simcha de Yom Tov. Donc il n'y a pas de mouktsé, il n'y a pas de soter. Mais Hachamim disent, non, n'y va pas jusque-là quand même. N'y va pas jusque-là de faire une action de démonter toutes ces briques-là pour accéder. Mais si ça a été fait par le vent, alors dans ce cas-là, je ne dirais pas que les fruits sont mouktsé. Les fruits n'ont pas de caractère de mouktsé, bien qu'ils n'étaient pas accessibles à l'entrée du Yom Tov. Pour Simchat Yom Tov, Hachamim ont dit, tu peux te servir des fruits. Mais pas Shabbat. Shabbat où on n'a pas la mitzvah, il n'y a pas l'autorisation de Ochel Nefesh. C'est quoi Ochel Nefesh? Bravo. Tout ce qui est préparatif culinaire qui est permis Yom Tov n'existe pas Shabbat. Alors Shabbat, Hachamim n'ont pas permis d'utiliser ces fruits. D'après Rabbi Meir, tu n'as pas le droit évidemment de défaire le mur, et même si c'est juste des rangées de pierres les unes sur les autres. Et d'après Hachamim aussi, tu n'as pas le droit d'utiliser les fruits, même si le vent a envolé les tuiles, tu n'as pas le droit pendant Shabbat d'utiliser ces fruits parce qu'ils sont mouktsé. Quand est-ce qu'on a permis le mouktsé de ces fruits qui étaient inaccessibles à l'entrée du Yom Tov? C'est uniquement Yom Tov, mais pas Shabbat. Voilà les amis.